Bonjour à toutes et à tous. Donc il me revient de faire un petit interlude judiciaire, puisque cette journée s'inscrit dans un calendrier, c'était pas prévu, mais qui est celui d'un procès qui occupe le tribunal de Paris jusqu'à la fin du mois de novembre. Et avec le petit bout d'histoire en un petit quart d'heure que je vais essayer de vous raconter, évidemment, je vais essayer d'être extrêmement prudent juridiquement dans ce que je vais vous dire, puisque nous n'ignorons pas qu'il y a peut-être des émissaires de LVMH, des huissiers dans la salle, et on se disait avec la présidente de Mediapart, Karine Fouteau, que peut-être ce soir, il y aura dès ce soir une citation à comparaître, comme il a pu arriver dans l'existence du journal, puisque nous avons à répondre de ce que nous déclarons, y compris publiquement dans des événements comme ceux-ci. Alors l'affaire Squarcini-LVMH, c'est quoi? Squarcini, c'est le nom de Bernard Squarcini, qui a été le chef du renseignement intérieur, le chef des services de renseignement intérieur, que jadis on appelait la DST, qu'ensuite lui, quand il l'a dirigé sous le quinquennat d'un des grands crushs de Mediapart qui s'appelle Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2012 s'appelait la DCRI et que vous connaissez toutes et tous maintenant sous l'acronyme de la DGSI. Bernard Squarcini est accusé, et comme il est accusé, comme il est mis en cause, c'est le check and balance du droit français, il est présumé innocent, et donc il est très présumé innocent, puisqu'il est mis en cause pour 11 délits que la justice lui reproche d'avoir commis. D'une part, d'avoir, quand il était aux manettes des services de renseignement intérieur, ce qui n'est pas rien, utilisé les moyens de l'État au service secret, si j'ose dire, de Bernard Arnault, et ensuite, dès qu'il a quitté la DCRI, à la faveur, ou plutôt de son point de vue, à la défaveur de l'alternance politique, il a été embauché par LVMH. LVMH, la multinationale dont on parle depuis tout à l'heure et dont on va continuer de parler dans la journée, c'est une société qui est spécialiste de ce qu'on appelle le pantouflage, c'est-à-dire qui recrute énormément à son service contre des moyens sonnants et trébuchants d'anciens hauts fonctionnaires, d'anciens magistrats, d'anciens policiers, des hauts gradés, des commissaires, des commandants divisionnaires, d'anciens conseillers présidentiels qui mettent au service de l'entreprise leur carnet d'adresses, parfois leur influence, et ce qui pose, d'un point de vue juridique, parfois un certain nombre de questions. Eh bien, Bernard Squarcini, quand il a quitté la DCRI en 2012, tout de suite, il a été embauché notamment par LVMH pour mettre tout son carnet d'adresses au service de la multinationale. Alors, c'est une affaire rentable, puisque sur les seules dates qui concernent le procès qui dure jusqu'à la fin du mois, 2013-2016, LVMH a versé, accrochez-vous bien par rapport à la table ronde précédente, 2,2 millions d'euros à Bernard Squarcini. Pour faire quoi? Eh bien, pour notamment espionner, pour notamment empêcher que la démocratie interne au sein de la société puisse exister, pour empêcher que des gens aussi dangereux que les journalistes d'un journal qui s'appelle Fakir, et à l'époque de son rédacteur en chef, François Ruffin, qui est depuis devenu député, puissent faire des petits happenings un peu carnavalesque, puisque Bernard Arnault, l'un des hommes les plus puissants du monde, l'un des hommes les plus riches du monde, a peur de personnes qui ont des t-shirts sur lesquels il y a écrit « I love Bernard ». Je n'outre pas mon propos dans ce que je vous dis, et pour faire parade à tout cela, eh bien Bernard Squarcini a sollicité les moyens des services de renseignement intérieur avec lesquels il a gardé des liens, des renseignements généraux, de la police nationale en France, mais aussi de personnes à l'étranger, notamment en Belgique, d'agents du renseignement qui sont à l'Élysée, des préfets, des hauts magistrats de la cour d'appel. Ce procès, ils sont à peu près une douzaine de personnes à être poursuivies. C'est un casting 4 étoiles. C'est un casting absolument 4 étoiles pour ce Bernard Squarcini qui, du temps de sa toute-puissance, était surnommé le Squal. Mais comme l'a très bien écrit Karl Lasquet, qui suit le procès pour Mediapart, devant les juges, il a une mémoire de poisson rouge, Bernard Squarcini. Donc il encourt un certain nombre de délits qui ne sont pas les moindres. Et dans cette enquête, qui a été, je dois le dire, menée par des magistrats
intrépide, puisque parfois, vous savez, on peut considérer que la justice est parfois là pour maintenir une sorte d'ordre social ou d'ordre politique, qui sont des débats qui sont ouverts. Mais alors, les magistrats anticorruption, s'il y en a bien qui perturbent l'ordre social, ce sont eux. Puisque ce qu'on appelle les atteintes à la probité, c'est souvent la rencontre du pouvoir et de l'argent. Et là, on en sait quelque chose avec Bernard Arnault. C'est pour ça que ces gens-là, ces magistrats-là, les policiers anticorruption, s'en prennent plein la poire dans ces affaires. Il suffit de regarder ce qui est en train de se passer avec le procès de Marine Le Pen, pour laquelle a été requis par le parquet de Paris une peine d'inéligibilité qui pourrait être à effet immédiat, et les mêmes qui nous demandent la tolérance zéro pour la délinquance du quotidien ne supportent pas que les lois qui sont votées pas par les magistrats, c'est pas les magistrats qui votent les lois, qui sont votées démocratiquement par des parlementaires, ne supportent pas que ça s'applique à la délinquance de leur propre milieu. Donc c'est un effet de révélation de cette délinquance en col blanc présumé, je dis ça pour l'huissier d'LVMH qui est ici, voilà. C'est un laboratoire absolument formidable des lâchetés, des hypocrisies, des contradictions d'un monde politique ou d'un monde économique qui ne supporte pas ce qu'il réclame pour d'autres quand ça doit s'appliquer au nom du peuple français, au nom de ce qui vous représente toutes et tous ici et nous aussi. Ça leur est absolument intolérable. Et de ce point de vue-là, l'affaire LVMH est très, si vous me permettez l'expression, très bavarde, puisque sous l'écorce comme ça des jolies marques, c'est vraiment l'intrication, comme rarement elle a pu être documentée, je crois, par la justice, l'intrication entre la haute société et la basse police. Vous voyez, on en a fait tout un tas de jeux de mots à Mediapart, ce qui n'est pas trop le genre de la maison, mais enfin bon, sous les coutures, derrière l'apparat. Mais alors là, vraiment, on est dans un inframonde quand on soulève l'écorce de ces belles marques, de ces belles publicités, où ce qu'il s'y passe, c'est pas beau à voir. C'est si peu beau à voir que pour le documenter à Mediapart, nous avons révélé à l'été 2020 ce qu'il, dans ma carrière de journaliste, même si c'est un mot que j'aime pas beaucoup, carrière, il ne m'était jamais arrivé en 25 ans, c'est d'avoir accès aux retranscriptions, aux écoutes judiciaires dont Bernard Squarcini a été la cible. Vous savez, dans les enquêtes, il y a tout un tas de moyens coercitifs qui sont possibles, placer en garde à vue quelqu'un, le perquisitionner, mais aussi le placer sur écoute. Bernard Squarcini avait été placé sur écoute, et généralement, dans les dossiers judiciaires, ce qu'il y a concernant ces écoutes, c'est les retranscriptions écrites. Évidemment, je ne vous dirai pas comment, mais nous avons pu avoir accès à Mediapart aux bandes elles-mêmes. Aux bandes. Bon. Donc là, c'est une plongée un peu stupéfiante dans ce que j'essaye de vous raconter depuis tout à l'heure, d'autant que les bandes auxquelles j'ai eu accès n'avaient pas été retranscrites par la police. Malheureusement, ils avaient piscine, ils avaient oublié de retranscrire un certain nombre de choses. Et donc on s'est mis au journal, en triant évidemment ce qui relevait de l'intérêt général pour mettre de côté ce qui relevait de la vie privée des uns et des autres et qui ne nous regarde absolument pas, bien évidemment, de rendre publics ces enregistrements qui, après avoir été diffusés sur Mediapart, et on vient de les re-rendre publics et en accès libre, donc vous pouvez les retrouver dans le cadre d'un podcast qui s'appelle Le Squal Opération Secrète, notamment vous allez sur YouTube, vous trouvez tout ça, et vous allez devenir des espèces de passagers de ce qu'un homme comme Bernard Arnault peut bénéficier en termes de passe-droit de la part d'un homme comme Bernard Squarcini. Cette enquête est si embarrassante pour monsieur Arnault que quand il a été entendu sous le statut de témoin dans le dossier, parce que, comment dire, quand on plonge dans cette réalité-là, on comprend à quel point LVMH est une sorte de république parallèle, mais de république sans loi démocratique. Il y a un homme tout-puissant, le président. D'ailleurs, Bernard Squarcini dit « Moi, j'ai deux présidents, Nicolas Sarkozy et Bernard Arnault. » Et puis, il y a comme un gouvernement. Il y a comme un gouvernement. Il y a des luttes internes, il y a des batailles, il y a évidemment les gens qui s'occupent des questions commerciales, des questions juridiques, des questions policières, des questions sécuritaires, des questions de contrefaçon, etc., etc. Bernard Arnault est très prudent, est un homme très prudent. Il apparaît nulle part.
savez, c'est comme dans Harry Potter, quoi. C'est Voldemort, c'est l'homme dont il ne faut pas prononcer le nom. Bon. De sorte que quand il est entendu comme témoin, les enquêteurs, à raison, ont peu d'éléments pour pouvoir le coincer, lui, personnellement, pénalement, dans l'histoire. Et il a un sauf-conduit extraordinaire dans sa déposition, c'est de pouvoir dire, en fait, c'est pas moi qui me suis occupé de ça, c'était le vice-président d'LVMH, qui s'appelle Pierre Godet, qui en réalité était le numéro 1 bis de LVMH. C'est un personnage très important dans l'histoire de cette société, Pierre Godet, et il se trouve qu'il est mort 1 an avant la déposition de Bernard Arnault. Et l'entreprise, au fil de l'enquête, a été, elle, comme personne morale, alors qui est un peu une antiphrase parfois dans le droit, hein, personne morale, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas moral, c'est ce que je suis en train de vous raconter depuis tout à l'heure, mais il y a des responsabilités juridiques. Il y a les individus, comme vous et moi, ce qu'on appelle les personnes physiques, mais il y a aussi les personnes morales, la responsabilité de l'entreprise. Et alors que l'entreprise allait être mise en examen, c'est-à-dire que, d'après le Code de procédure pénale, on estime qu'il y a, pardon du barbarisme juridique, un faisceau d'indices graves et concordants qui justifie qu'on mette en cause formellement quelqu'un dans une procédure judiciaire, il s'est passé quelque chose qui a fait couler un peu d'encre, qui a suscité parfois un peu d'émotion, c'est ce qu'on appelle la justice négociée. C'est-à-dire qu'importé du droit américain, comme ça existe aux États-Unis depuis très longtemps, la société, pour éviter un procès, a négocié avec le parquet de Paris un accord financier selon lequel, en contrepartie du versement de 10 millions d'euros, ce qui représente à peu près 1 euro pour vous, à l'échelle de LVMH, peut-être moins, en échange du versement de 10 millions d'euros, eh bien, il n'aura pas de procès pour la personne morale et l'entreprise LVMH. Ce qui a suscité notamment beaucoup d'indignation de la part d'une des parties civiles du dossier, qui est François Ruffin, qui va être présent au procès, qui va témoigner durant les journées d'audience qui nous attendent. Évidemment, ça pose de lourdes questions, la justice négociée. Est-ce que les problèmes causés par l'argent et le pouvoir ne peuvent être que réglés par l'argent ? C'est une question philosophique qui est posée évidemment à la justice. Mais, et je vais en terminer avec cela, Bernard Arnault, qui pensait s'être totalement sorti des flammes de la publicité autour de cette affaire, croyait qu'il n'aurait pas à être interrogé pendant le procès de l'affaire Squarcini-LVMH, où, du coup, hein, vous l'avez compris, sur les 12 personnes qui sont poursuivies, ce sont les prestataires. Les donneurs d'ordre, eux, ne sont pas au tribunal. Mais François Ruffin a quand même demandé à ce que Bernard Arnault puisse être entendu. Alors, il ne sera pas entendu à la barre du tribunal comme mis en cause, mais au moins comme témoin, et on pourra lui poser, enfin, je dis on, c'est le on heideggerien, celui de la justice qui doit nous représenter. Il a demandé à ceux qui soient entendus, et le président du tribunal de Paris, de cette chambre correctionnelle, qui s'appelle Benjamin Blanchet, a fait, contre toute attente et contre toutes les volontés de Bernard Arnault, droit à cela. Et donc Bernard Arnault, notez sur vos tablettes, le 28 novembre, à 9h30 du matin, sera entendu en audience publique au tribunal de Paris dans cette affaire, et peut-être que les questions qui dérangent, que certaines qui n'ont pas été posées, vont lui être posées, et donc ce sera, je crois, potentiellement une scène de genre qui assez inédite, où cet homme qui veut fuir le rendre compte, qui ne veut pas rendre compte, devra au moins répondre aux questions du tribunal et des procureurs. Et bien sûr, si vous voulez comprendre un peu mieux tout ça, lisez Mediapart, qui a documenté cette affaire. J'en ai terminé. Je crois que la table ronde d'après est consacrée à comment ce même Bernard Arnault s'achète Paris, puisqu'il essaye de faire de notre ville un complément de marque. Merci beaucoup. Merci Fabrice. C'est pas facile de prendre la suite, évidemment.